Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. 35 ans après sa mise en œuvre, la politique de l'enfant unique n'en finit pas de bouleverser la société chinoise. La mesure est toujours en place et fait aujourd'hui naître une inquiétude sociale pour les personnes âgées. Des milliers de jeunes Ghanéens décident de tenter le dangereux périple clandestin vers l'Union européenne. Une équipe de France 24 s'est rendue aux sources de l'exil dans la région pauvre de Brangadafo. Visite guidée des chantiers du GIP en Bretagne. C'est là que depuis 30 ans, des bateaux en bois sont construits et restaurent dans le respect de la tradition navale. Cap sur la Libye où deux gouvernements et deux armées se font face. Le pays est en proie aux divisions et aux luttes tribales depuis la chute de Kadhafi en 2011. 11 millions de sans-papiers aux États-Unis ont du mal à devenir américains. De toutes les villes du pays, Nashville est celle dont la population immigrée grandit le plus vite. Focus sur cette ville qui accueille aussi la première communauté kurde des États-Unis. En Afghanistan, deux hommes se partagent les postes à responsabilité. Le président Ashraf Ghani est son principal rival, mais la tâche est énorme dans un pays marqué par 3 décennies de conflits. 35 ans après sa mise en œuvre, la politique de l'enfant unique n'en finit pas de bouleverser la société chinoise. La mesure est toujours en place, même si elle a été timidement remise en cause. Cette politique fait aujourd'hui naître une inquiétude sociale pour toute une classe d'âge, les personnes âgées. Dans un pays où les retraites sont encore insuffisantes, les seniors comptent sur leur progéniture pour les aider dans leurs vieux jours. En cas de décès prématuré de leur enfant, ils perdent tout moyen de subsistance et sont plongés dans la pauvreté. Plusieurs centaines de retraités endeuillés par la perte de leur enfant unique ont manifesté il y a quelques jours à Pékin afin d'alerter les autorités sur leur sort. Le phénomène illustre le problème démographique majeur auquel la Chine est confrontée, son vieillissement. La population chinoise est celle qui vieillit le plus rapidement dans le monde. D'ici 2025, la Chine devrait compter 300 millions de personnes âgées et en 2050, environ 473 millions de personnes auront plus de 60 ans, soit entière de la population. Reportage sur le talon d'Achille du pays le plus peuplé de la planète. C'est un reportage de Pierre-Philippe Berson. Monsieur Sun vit seul depuis des années. Séparé de sa femme, il a perdu son fils Yinming en 2002. Il est mort à 20 ans, emporté par un cancer. Monsieur Sun n'avait pas d'autre enfant. Yinming était son unique fils. Mon enfant est mort et je sais que je n'aurai jamais de descendants. Aujourd'hui à la retraite, cet ancien cheminot vit avec 360 € de pension mensuelle. Une somme modeste en Chine, un pays où la sécurité sociale est encore balbutiante et les soins médicaux hors de prix pour les plus modestes, comme Monsieur Sun. J'ai dû payer moi-même l'hospitalisation de mon fils. J'ai vendu ma maison et à sa mort, je me suis retrouvé sans domicile. J'ai habité dans la rue avant de me payer un logement et maintenant j'ai une maladie de peau et je n'ai pas les moyens de me soigner. Je n'ai plus d'enfants pour m'aider financièrement. La perte d'un enfant est un drame. En Chine, elle est en plus synonyme de pauvreté. Monsieur Sun comptait sur son fils pour l'aider dans ses vieux jours. Il se retrouve seul et en colère contre les autorités. Il a lancé plusieurs pétitions pour demander une indemnisation, pour l'instant sans résultat. Dans les années 80, au début de l'enfant unique, personne ne pensait que ça générerait des problèmes pour les personnes âgées. À l'époque, la propagande disait « Le gouvernement vous aidera dans vos vieux jours ». En fait, on a été floués. Personne ne m'aide aujourd'hui. Le mécontentement prend de l'ampleur. En mai dernier, 700 parents ont manifesté à Pékin devant le siège du planning familial, l'organisme qui contrôle la politique de l'enfant unique. Ils ont tous perdu un fils ou une fille et réclament une aide de l'État. Depuis l'instauration de la mesure en 1979, plus de 10 millions de familles ont perdu leur enfant. Parmi elles, Monsieur et Madame Chen. Leur fils est mort il y a 7 ans durant un tremblement de terre. On a pensé avoir un nouvel enfant, mais j'étais assez âgée.
On a consulté plusieurs médecins, mais finalement c'était impossible pour moi de tomber enceinte de nouveau. C'était trop tard. La pension de retraite de ces deux anciens ouvriers ne suffit pas. À bientôt 60 ans, Monsieur et Madame Chen ont donc repris un travail de cuisinier dans ce restaurant de rue à Chengdu, au centre de la Chine. Mon fils promettait « Maman, comme je travaille, je peux vous entretenir, pas de problème. Reste à la maison avec papa. C'est à mon tour de m'occuper de vous. » Les personnes âgées, victimes collatérales de la politique de l'enfant unique. Symptôme de ce malaise profond, le taux de suicide des plus de 60 ans chinois est l'un des plus élevés au monde. Sur les 10 millions de personnes qui ont perdu leur unique enfant, une fraction importante se sont suicidées. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le choc émotionnel, il est très fort. Ne pas avoir de descendants, c'est une catastrophe pour beaucoup de gens. Ensuite, il y a des raisons financières, mais le phénomène est nouveau, on doit encore l'étudier, c'est très récent. La population chinoise est celle qui vieillit le plus rapidement au monde. D'ici 2050, la Chine devrait compter 473 millions de seniors, soit environ un tiers de sa population. Nous allons à présent nous pencher sur l'une des sources de l'exode massif des migrants clandestins vers l'Union européenne. Qu'est-ce qui pousse à fuir son pays? Il y a bien sûr les guerres qui ravagent la Syrie, l'Irak, la Somalie, mais il y a aussi la pauvreté et le manque de perspectives économiques. Pour illustrer ce dernier point, direction l'Afrique de l'Ouest et le Ghana. Chaque année, des milliers de jeunes hommes ghanéens qui n'arrivent pas à obtenir un visa décident de tenter le dangereux périple clandestin vers l'Union européenne. Une équipe de France 24 s'est rendue aux sources de l'exil dans la région pauvre de Brongafo. Avant que je ne décide de quitter le Ghana, je travaillais dans les champs. À cette époque, la situation dans le pays était difficile. Kojo n'avait que 15 ans lorsqu'il a décidé de rejoindre l'Europe. C'était la première fois qu'il quittait le Ghana. Ma mère est décédée à un âge très jeune. Mon père, lui, a ensuite refusé de s'occuper de nous. Donc on se débrouillait du mieux qu'on pouvait pour se trouver de la nourriture et des vêtements. Kojo a traversé les frontières loin des postes de contrôle jusqu'en Libye. Il a payé un passeur 800 € pour une place dans un bateau et s'est retrouvé dans un canot pneumatique. Nous nous sommes retrouvés en pleine mer, coincés, nulle part où aller. Nous étions 75 sur l'embarcation, tous serrés les uns contre les autres. Nous avons passé 5 jours sur ce bateau. Nous étions perdus et puis le canot s'est dégonflé. Les vagues nous ont finalement fait dériver jusqu'à Tunis. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a retrouvé Kojo dans un centre de rétention. En échange d'une aide financière et de conseils, l'homme a accepté de rentrer au Ghana pour démarrer sa propre activité. Un retour qui n'a enchanté ni sa famille, ni ses amis. Certains me demandaient « Pourquoi es-tu rentré si vite? Tu as des amis qui sont là-bas et qui travaillent. Alors pourquoi est-ce que tu ne les as pas rejoints ?» D'autres me disaient « Alors, quand est-ce que tu y retournes ?» Comme Kojo, la majorité des migrants ghanéens vient de Brong-Ahafo, dans le centre du Ghana. Dans cette région, de nombreux jeunes sont au chômage. Beaucoup croient qu'ils pourront trouver un travail mieux rémunéré en Europe. Les statistiques officielles sur ces migrations ghanéennes sont peu nombreuses. Les estimations se chiffrent à plusieurs milliers de tentatives chaque année. La plupart des migrants ne passent pas par des postes de frontières officiels. Les frontières au nord du Ghana sont très poreuses. Et puis nous manquons de moyens. Nos équipes qui sont censées faire des patrouilles n'ont même pas de véhicules pour leur mission. Aujourd'hui, nous sommes encore à patrouiller à pied. C'est totalement inefficace, surtout quand on parle d'une zone frontalière longue de 300 km.
Le gouvernement tente d'empêcher ces dangereux voyages, mais pour l'heure, le seul centre de migration dans la région n'est pas vraiment en mesure de répondre aux besoins. L'Union européenne apporte son aide. Elle s'est engagée à hauteur de 3 millions d'euros dans les 3 prochaines années pour construire un nouveau centre qui sera géré par le gouvernement et l'OIM. Lorsque vous parlez avec ces jeunes, ils vous disent qu'ils suivent l'actualité. La plupart d'entre eux sont tout à fait conscients des difficultés et des dangers de ces voyages clandestins. Certains connaissent même des gens qui ont perdu la vie, parfois des amis. La prévention par l'information n'est donc pas suffisante. Il faut aussi être en contact avec ces jeunes, leur expliquer qu'il y a du potentiel chez eux dans leur pays, qu'ils comprennent par eux-mêmes que ce jeu risqué n'en vaut pas forcément la chandelle. Mais il est peut-être trop tard pour briser les rêves d'Europe de ces jeunes. Malgré les risques de naufrage dans des embarcations de fortune, beaucoup veulent tenter l'aventure, encouragés par leur famille. Ils savent que ce voyage est illégal et préfèrent rester anonymes. Ma famille n'a pas d'argent. Alors ils ne peuvent pas dire non, on n'y va pas. Au contraire, ils préfèrent me rassurer et m'encourager en me disant « Vas-y, ça va aller ». Est-ce que ce voyage vous fait peur? C'est vrai que ce n'est pas simple. C'est difficile même. Mais la vie, c'est comme un jeu. Soit tu perds, soit tu gagnes. Donc soit tu arrives à survivre, soit tu meurs. Ce n'est pas facile, mais on prend notre courage à deux mains et puis on part. Tous ces hommes racontent la même chose. Ils ne partiraient pas s'ils avaient de quoi vivre chez eux, mais sans perspective d'obtenir un bon travail ou un visa pour l'Europe, ils sont prêts à risquer leur vie en traversant désert et mer. Regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite.